Le président de la République accorde sa grâce à un homme condamné à 20 ans de réclusion pour le viol suivi du meurtre d'une infirmière. L'homme avait avoué puis s'était aussitôt rétracté. Depuis, il clame son innocence. Roumanie, des étudiants manifestent en ce moment même à Bucarest. Ils craignent que la révolution ne leur soit confisquée par un gouvernement qu'ils jugent trop proche de Moscou. Les friches industrielles, un problème européen. Comment réhabiliter les paysages défigurés par l'industrie? Exemple, une centrale thermique dans les Landes. Enquête dans cette édition. Madame, monsieur, bonjour. Le premier titre de l'actualité de ce dimanche matin, c'est l'histoire d'un homme de 43 ans, Yves Pontieux, qui vient d'être libéré au terme de 9 années de détention à la prison de Los-les-Lilles dans le Nord, après que monsieur Mitterrand lui ait accordé la grâce présidentielle. L'affaire remonte à 1981. Une infirmière violée est ensuite assassinée. Yves Pontieux avouera le meurtre pour aussitôt se rétracter. Les preuves matérielles manqueront cruellement, mais Pontieux sera tout de même condamné à 20 ans de prison. Il en aura fait 9 finalement. Agnès Poirier. J'y crois pas. Je suis comme sur un nuage. Je commence à peine à réaliser que je suis effectivement en dehors de ces 4 murs qui s'appellent la prison. Yves Pontieux est libre depuis vendredi soir, gracié par le président de la République. Il vient de passer 9 ans en prison. Le 18 juillet 81, après de coups de téléphone anonymes, les gendarmes découvrent, ici au col de la Berche, le corps de Monique Soubéran, infirmière à l'hôpital de Hauteville-Lompness. Elle a été violée, puis assassinée. Auprès du corps, les gendarmes retrouvent 2 livres érotiques. Le libraire de Lompness affirme les avoir vendus à un collègue de la jeune infirmière, économe à l'hôpital, Yves Pontieux. Au cours de sa garde à vue, Yves Pontieux avoue, puis se rétracte aussitôt. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle, il ne cesse de clamer son innocence. Un comité de soutien se forme et refait l'enquête. Tout d'abord auprès du fournisseur du libraire de Lompness, la DRAL Diffusion Rhône-Alpes du livre. M'a fait l'analyse de tous les colis de livres qui lui avaient été expédiés. Les livres en question n'y figuraient pas. Alors, question, comment est-ce que ce libraire peut prétendre, de bonne foi sûrement, mais comment peut-il prétendre avoir vendu des livres qui ne lui avaient pas été distribués? Voyez-vous? Alors, il y a une série de recherches comme ça et de vérifications qui ont été faites et qui aboutissent à créer un immense doute sur la culpabilité d'Yves Pontieux. Aujourd'hui gracié, Yves Pontieux veut maintenant être réhabilité. Il demande la révision de son procès. Le combat continue, dit-il, je suis innocent. Les derniers événements à l'Est ont quelque peu fait passer à l'arrière-plan le problème qui agitait, souvenez-vous, la France au mois d'octobre-novembre, l'immigration et le problème de l'intégration de ces immigrés. Aujourd'hui à Paris, le Parti socialiste a réuni plusieurs centaines de ses élus originaires d'Afrique du Nord, beurre ou pieds noirs, et devant eux sont venus plancher 9 ministres, dont le premier d'entre eux, M. Michel Rocard. M. Rocard qui a souligné que le problème de l'intégration est trop souvent en France comme seule conséquence de diviser gravement les Français. Monsieur Rocard. Quand je dis fracture, je l'entends de bien des façons. D'abord, de la façon la plus banale et quotidienne qui soit, celle d'une société malheureusement à plusieurs vitesses, où l'origine étrangère, et singulièrement africaine, et plus encore maghrébine, est porteuse d'exclusion. Et cela, nous ne pouvons pas l'admettre. Nous ne devons pas l'admettre. Fracture ensuite sur le plan politique. Parce que de tout temps, l'exclu est méprisé et que l'étranger est l'objet de la méfiance. L'exclu étranger, du coup, devient bien vite le bouc émissaire. Cumul de 2 facteurs d'exclusion. Et dès lors que les temps sont difficiles, tout cela s'aggrave dans les méfiances comme dans les souffrances. Or, nos temps sont difficiles, sur le plan du vécu comparé des uns aux autres. Et il ne manque pas d'ailleurs, hélas, d'histrions éructants ou de battleurs d'arrière-salle, sinon d'estrade, pour prêcher la mauvaise parole. Vous le savez tous fort bien. Cela ne pose jamais de bonnes questions. Ne laissons même pas croire que seules les réponses seraient mauvaises. Ils ne font que semer la haine. Et cela non plus. Nous ne devons pas le supporter. Voilà, et en conclusion, le Premier ministre a répété que la France n'était plus un pays d'immigration. Nous ne pouvons accueillir, a ajouté le Premier ministre,
toutes les misères du monde. À l'étranger maintenant, à Bucarest, les étudiants roumains manifestent officiellement en ce moment même pour voir repousser la date de leur examen pour cause de révolution qui n'était pas inscrite au programme du mois de décembre. Mais aussi, en fait, pour protester contre le nouveau gouvernement qu'ils jugent un peu trop près de Moscou et qu'ils accusent de lui confisquer, de leur confisquer leur révolution. Reporter Martine Laroche-Joubert, Gilles Béruzin. Ce matin, plus de 10 000 étudiants sont donc réunis ici à l'Institut Polytechnique. L'autorisation de manifester dans le centre-ville leur a été refusée. Le prétexte de cette réunion, le non-report de leurs examens. En réalité, c'est plutôt un réquisitoire contre les méthodes du nouveau pouvoir qui se livre actuellement. Trop de bureaucratie, pas assez de représentation étudiante et surtout l'impression qu'on leur confisque la révolution. Les étudiants de Timișoara ont même menacé d'en recommencer une autre si le gouvernement ne les écoute pas. Une absence de confiance qui peut entraver l'action du nouveau pouvoir. En Roumanie, les journalistes comme Martine Laroche-Joubert, que vous venez de voir à l'instant, qui ont couvert les événements, peuvent aujourd'hui chercher, je dirais, à raconter des petites histoires qui ont jalonné la grande qui s'est opérée au mois de décembre. Ainsi, ce médaillé olympique roumain au tir, au dernier jeu de Séoul, a servi, à sa manière, la révolution roumaine. Reporter Martine Laroche-Joubert, Gilles Béruzan. Un homme qui, pendant la Révolution des 22 et 23 décembre, remplit une mission tout à fait particulière. Sorin Babi, champion olympique de tir à Séoul. Posté ici, pendant 2 jours et 3 nuits, à l'affût des snipers, les francs-tireurs terroristes de la Securitate. 26 ans, électricien, membre du Steaua, le club sportif de l'armée roumaine. Le 22 décembre dernier, les terroristes étaient là, cachés dans ce cimetière en face du club. Leur objectif, s'en emparer pour mettre la main sur un dépôt de munitions et d'armement. L'affrontement fut très violent. Sorin Babi, évidemment, l'un des meilleurs défenseurs du club. Une formation sportive détournée de son objectif pendant cette révolution. Avant, oui, j'avais pensé à cette éventualité parce que je m'étais demandé si je pourrais un jour me servir de ces entraînements dans une situation de guerre ou révolutionnaire. Mais je n'aurais jamais pensé à un tel massacre, avec tant de violence. Je pensais que ça se déroulerait comme dans les autres pays de l'Est. Pour Sorin Babi, médaille d'or à Séoul, sa première victoire sans trophée. À l'Est encore, les partis communistes, vous le savez, tentent de remonter le courant. Le PC polonais, ainsi, pourrait abandonner son sigle communiste pendant ce week-end. Le PC tchécoslovaque, lui, annonce que 200 000 de ses militants viennent de le quitter et qu'il est obligé de changer de siège social pour se contenter d'un immeuble au loyer moins onéreux. Et puis M. Gorbatchev doit se rendre cette semaine en Lituanie, dont le Parti communiste vient de faire sécession. Sa visite est précédée d'une première contre-manifestation en faveur du maintien des liens entre les différentes républiques socialistes qui forment encore aujourd'hui l'URSS. Dominique Derda. Ce reportage a été diffusé hier dans le grand journal du soir de la télévision soviétique. Une manifestation de soutien à Gorbatchev en Lituanie, ce n'est pas si fréquent. À Vilnius, de 3 à 5 000 personnes sont rassemblées devant le Palais des Sports. Sur les banderoles, un slogan principal, non à la sécession. Le 26 décembre, les responsables du Parti communiste lituanien ont décidé de rompre leurs liens avec le PC d'Union soviétique. Le premier pas vers un processus qui devrait déboucher sur une quasi-indépendance de la Lituanie. Cette situation inquiète Gorbatchev. S'il laisse faire, d'autres républiques pourraient vouloir suivre l'exemple lituanien. Gorbatchev, qui sait que les conservateurs du PC l'attendent au virage, a donc décidé de réagir vite. Alors que se déroulait cette manifestation, il recevait au Kremlin les leaders du Parti communiste lituanien. Mercredi, il se rendra à Vilnius pour une visite de 3 jours avec toujours le même objectif, convaincre les communistes lituaniens de ne pas faire sécession, alors que le plénum du comité central doit bientôt se réunir pour examiner la situation lituanienne. Amérique centrale, au Panama, la situation se normalise après l'arrestation et le départ du général Noriega. Ces dernières 24 heures, les prisonniers politiques ont été libérés et des caches d'armes découvertes. Claire Chazal. Premier signe tangible de la fin de la dictature Noriega au Panama, la libération de 91 prisonniers politiques.
Ils étaient détenus ici, à la prison de Coïba. Au dire des premiers prisonniers interrogés, les conditions de détention étaient particulièrement dures. Vous pouvez aller voir derrière. Nous n'avions même pas de douche. Nous ne nous sentons pas des hommes, mais seulement des esclaves. Et puis l'armée américaine a pu bien sûr investir les résidences de l'ancien homme fort du Panama. Ici, à Playa Blanca Beach, un luxe voyant où l'ivoire s'entasse, où les figures religieuses côtoient souvent les traces des manies du dictateur. Des jardins entiers transformés en zoos. Le nouveau pouvoir au Panama va bien sûr en prendre possession, sans oublier les nombreux comptes en banque détenus par Noriega à l'étranger, qui devraient être bloqués à la demande des Américains. Dans le cadre de sa lutte contre le trafic de drogue, les États-Unis ont envoyé l'une de leurs plus grosses unités, le porte-avions Kennedy, au large des côtes de la Colombie, peut-être pour y contrôler le trafic aérien et maritime et empêcher ainsi le départ des cargaisons de drogue vers les USA. On se croirait au cinéma, vous allez le voir sur ces images, et pourtant ce n'est que la réalité. Rupture de canalisation d'eau hier matin, il était 7 h à New York, l'eau a déferlé le long de la 5e avenue, transformée en véritable rivière. Et cette eau qui descendait la 5e avenue a même inondé une station de métro. On ignore les raisons de cet accident qui n'a fait heureusement aucune victime, mais pas mal de dégâts comme vous le voyez sur ces images. En France, recrudescence des attentats terroristes en Corse, attentats matériels heureusement, depuis quelques jours maintenant. Les 2 derniers en date sur l'île de Cavallo, au large de Bonifacio. La nuit dernière, 2 restaurants appartenant à des sociétés italiennes ont été détruits par des attentats. C'est sur cette île que doit être construit un complexe résidentiel et portuaire de grand luxe financé par des capitaux italiens. Et l'on sait que les terroristes de l'ex-FLNC sont opposés à ce type d'investissement. Les élus des Bouches-du-Rhône ont été réunis cette semaine par la SNCF qui leur a expliqué les grandes lignes des projets des différents tracés du TGV entre Lyon, la Provence et la Côte d'Azur. Lignes qui entreront en service aux alentours des années 97. À cette époque-là, eh bien, on peut déjà le dire que Paris sera à 3 heures à peine de Marseille et à 4 heures de Nice. Jacques Violet. Après avoir battu le record du monde de vitesse sur rail, la SNCF poursuit ses programmes de réalisation des lignes à grande vitesse. Demain, des TGV dans toutes les directions vers l'Europe. Pour le sud-est, en prolongeant la ligne au sud de Lyon, vers l'Espagne, la Provence et la Côte d'Azur. En 1997, Paris-Marseille en 3 heures et Paris-Nice 4 heures. Dans la région d'Aix-en-Provence-Marseille, 3 tracés possibles. Le premier, qui suit la vallée de la Durance, au nord du massif de la Sainte-Victoire. Un deuxième, celui de la SNCF, toujours au nord de la Sainte-Victoire et de Lambesque, mais au sud de Venelle. Enfin, troisième possibilité, un tracé au sud de Lambesque et d'Aix-en-Provence, toujours avec des raccordements vers Marseille. Déjà, certains élus locaux craignent que l'environnement soit mis à mal. Le tracé qui est prévu taille en pièces le vignoble des coteaux d'Aix, taille en pièces des propriétés agricoles très homogènes et surtout ne tient aucun compte de l'habitat existant, du patrimoine historique avec des demeures anciennes et autres, et même certains sites classés, je crois. D'autres se félicitent de l'impact économique du TGV pour leur région. Pour la SNCF, rien n'est encore décidé officiellement. Le tracé définitif sera fait au fur et à mesure de la concertation avec les élus des communes concernées. Dans plusieurs départements français se pose le problème des friches industrielles, c'est-à-dire de ces lieux désertés par l'industrie pour cause de fin d'activité. C'est même un problème européen. 2700 hectares de la communauté européenne sont concernés. Un exemple en France avec la fermeture d'une centrale EDF dans les Landes, à Arjusanx. Son exploitation avait bouleversé le paysage. EDF s'est engagé à le remettre en place, ce paysage, ainsi qu'à retrouver les emplois perdus pour cause de fermeture. Enquête de José Blanc-Lapierre. À la tombée de la nuit, vous pouvez être sûr de les voir. Elles rentrent au bercail. Les grues cendrées ignorent qu'ici s'étendait un gisement minier, avec ses cratères devenus des étangs. Autour, prairies et plantations n'ont pas poussé par hasard. Cette végétation a été planifiée puis recréée de toutes pièces, à la main. Une nature en pleine croissance, un vrai bonheur pour les chevreuils et les sangliers.
Le responsable est cet homme, arrivé en 1980 avec une mission, faire revivre un désert. Nous avons du poisson, nous avons des écrevisses. Quand je suis arrivé ici, eh bien, il y avait un trou d'eau, avec de l'eau bien sûr, mais sans vie, totalement sans vie. Et ça a été de redonner en fin de compte un petit coup de pouce, pas recréer, mais donner un petit coup de pouce à la nature pour qu'elle reprenne normalement ses droits. Voici ce qu'il a trouvé en arrivant. Un spectacle lunaire sur 2700 hectares, en pleine forêt landaise entre Bordeaux et Bayonne. La cause, une centrale thermique ouverte il y a 30 ans. Un cas unique en France, l'usine s'est installée sur un gisement de lignite, son propre combustible, qu'elle exploite elle-même. Mais aujourd'hui, victime du nucléaire, la centrale plie bagage. 600 personnes qui s'en vont, c'est beaucoup pour les petites communes environnantes. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus d'enfants. Tout le monde s'en va, tout le monde part. Au café, on parle aussi de l'école qui a fermé. On perd notre bistrot, on n'a plus rien. Moi, je dis, on devrait aider les gens à rester à la commune. Avant de partir, EDF veut réparer, trouver de nouveaux emplois et faire reverdir le désert qu'elle a créé. Viendra ensuite le problème du successeur. À qui profitera cette terre pleine de promesses? Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après les prévisions météo, vous retrouverez José Blanc-Lapierre. Quant à nous, on se retrouve ce soir à 20 h. Au revoir, bon après-midi, à tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonjour. De la pluie sur le sud-ouest et un peu de neige sur les Pyrénées. Mais partout ailleurs, le ciel reste désespérément sec. Voici la situation sur nos images satellites avec une perturbation dont je vous parlais hier. Elle était sur l'Atlantique. La voici aujourd'hui. Vous la voyez défiler sous vos yeux. Actuellement, c'est la situation que nous connaissons. Avec des nuages donc un peu plus importants sur le nord-est, mais pas de pluie. Et puis dans le sud-ouest, en revanche, un peu plus d'humidité de part et d'autre. Du soleil. La preuve sur notre carte, voici donc le détail pour cet après-midi, de la neige mais qui est plutôt tombée cette nuit et ce matin, de la pluie sur ces régions que vous voyez ici un petit peu sur le Massif central et sur les régions qui sont autour des Pyrénées. Voilà, ici c'est un petit peu optimiste, c'est-à-dire que le ciel est couvert mais il n'y a pas de pluie. Beau temps de part et d'autre, comme je vous le disais, sur le nord-ouest, sur le sud-est. Les températures pour cet après-midi, elles sont un petit peu plus fraîches sur l'est, mais elles ont tendance à monter. 4 à Dijon, à Strasbourg, 12 sur Brest, 13 sur Nantes et sur la moitié sud, 16 encore sur Biarritz, qui vraiment bat des records de douceur actuellement. Pour demain, voici la tendance. Les nuages et les petites pluies qui sont sur le sud-ouest aujourd'hui vont basculer vers le sud-est, mais comme vous le voyez, le ciel sera gris mais sec. Du brouillard, retour du brouillard demain sur le sud-ouest, le Massif central, sur le nord de la région Rhône-Alpes, mais vous pouvez voir un retour du soleil sur toutes ces régions qui sont au sud de la Loire. Au nord de la Loire, en revanche, ciel gris, plutôt des brouillards piégés par l'anticyclone et peut-être 3 gouttes de pluie sur les régions du nord-est. En fait, il n'y a pas de grands changements que vous avez pu le constater. Bon après-midi. Antenne 2 avec JTM vous invite à retrouver Maggie. Passionnée, volontaire, envahissante, émouvante, forte tête et faible femme, c'est Maggie. Une cascade de fou rire, une avalanche de gags, un tourbillon de bonne humeur. Maggie vous attend pour de nouvelles aventures, dimanche, 19h30. Quel que soit l'état de votre ancienne voiture, Citroën vous la reprend 5 000 francs minimum pour tout achat d'une Citroën neuve jusqu'au 17 janvier. 5 000 francs TTC et beaucoup plus si son état le justifie.
Roumanie, les étudiants manifestent. Ils ont peur de voir leur révolution confisquée par le nouveau pouvoir. L'immigration revient à la une avec un colloque socialiste sur ce thème à Paris et une déclaration de M. Michel Rocard. La France ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. Après 407 jours d'occupation, accord signé au chantier naval de la Ciotat entre la CGT et la société américaine Lexmar, définitivement préparé à Bernard Tapie. Le français en passe de devenir une langue morte dans le domaine scientifique et technique. Il faut bien avouer que tout n'a pas été fait pour préserver notre place dans ce domaine. Une encyclopédie française mondialement reconnue attend d'être rééditée depuis 15 ans maintenant. Enquête dans cette édition. Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche soir est celle des premiers lendemains de révolution dans les pays de l'Est. Les populations qui peuvent enfin s'exprimer n'entendent pas une nouvelle fois se laisser confisquer la parole par un groupe ou un parti politique unique. Ainsi, aujourd'hui, à Bucarest, plusieurs milliers d'étudiants roumains qui estiment que le nouveau pouvoir est un peu trop proche de Moscou et qu'il les frustre un peu trop rapidement d'une révolte dont ils croyaient être eux aussi les acteurs de premier plan. Reporter Martine Laroche-Joubert, Gilbert Uzan. Timișoara, ville du premier massacre, syllabe d'une révolution dont chaque jeune ici pense qu'elle est sienne. Révolution qui pourrait peut-être, selon eux, leur échapper s'ils ne demeurent pas vigilants. Ce matin, à l'Institut Polytechnique de Bucarest, ils étaient plusieurs milliers à vouloir affirmer leur force, leur unité face au nouveau pouvoir. Un véritable réquisitoire, trop de bureaucratie, représentation étudiante quasi inexistante auprès du gouvernement, une volonté d'être reconnue. C'est notre révolution, nous tous sommes sortis dans les rues, nous tous avons hurlé. C'est notre révolution et alors on ne pourrait pas dire que nous avons été confisqués, c'est nous la révolution. On craint qu'elle ne soit confisquée et c'est pour ça qu'on essaie de nous grouper et de protester si c'est le cas. Enfin, mais on est une force maintenant et on veut qu'on soit une force toujours. Nous ne voulons pas des conflits. Donc vous ne faites pas confiance à ce nouveau gouvernement? Non, non. Nous apprendrons ce que signifie la liberté, mais nous ne voulons pas être trompés. Des paroles, une chanson qui leur ressemble. Tout ce que nous avons connu n'était que douleur. Nous devons comprendre l'histoire de demain. Les étudiants roumains n'étaient pas les seuls à manifester aujourd'hui à Bucarest. Dans les rues de la capitale, quelques centaines de Roumains appartenant au parti paysan qui, avant l'arrivée des communistes au pouvoir il y a 40 ans, constituaient le principal parti politique du pays, défilaient eux aussi. Sur les banderoles, on pouvait lire « Élections libres ». Nos martyrs ont voulu la liberté et le pain. La manifestation s'est terminée par un dépôt de gerbes sur les lieux où sont tombées les victimes des combats d'il y a 3 semaines maintenant dans la capitale roumaine. Sur place, en Roumanie encore, nos envoyés spéciaux ont l'occasion maintenant de revenir sur les hommes qui ont été à l'origine de ce soulèvement. Cela remonte à 1 mois, tout juste déjà, premier week-end de décembre. Manifestation, souvenez-vous, dans les rues de Timișoara, à la frontière hongroise, sauvagement réprimée, comme on le sait. Les femmes et les hommes qui étaient descendus dans la rue à l'époque défendaient un pasteur menacé d'expulsion pour son attitude envers le régime de Ceausescu. Son nom, Laszlo Tokes, celui par qui tout a commencé. Reporter Nicolas Jacobs, Claude Sicard. Le bout du monde, 6 kilomètres de chemin, de neige et de boue pour arriver à Mineou. Quelques centaines d'habitants au fin fond de la Transylvanie. C'est dans cette petite maison que vit le symbole de la Révolution. La Securitate l'y avait traîné de force, il y est encore, étroitement surveillé par l'armée. À sa demande, dit-il, se sentant encore menacé. Et puis le besoin de se remettre de tant d'années de résistance à Timișoara, années de peur, années d'extrême solitude. Mon évêque collaborait avec la Securitate et le gouvernement. Tous voulaient m'exiler
et m'ont fait subir toutes sortes de persécutions administratives, disciplinaires. Un des membres de mon presbytère a même été tué. Les autres, comme moi, ont été persécutés. J'ai décidé de continuer ma carrière ecclésiastique, mais bien sûr, il y a maintenant un défi à relever. Je suis devenu le représentant non seulement de la minorité hongroise dans le pays, ou de l'Église protestante, mais aussi de tous les Roumains. De partout, on vient le voir, des représentants de cette minorité hongroise de Transylvanie. Une communauté de 2 millions de personnes parmi 20 millions de Roumains. Jamais vraiment intégrés, ils ont subi de Ceausescu toutes les humiliations, toutes les persécutions. Tökes estime que là est son devoir, faire reconnaître les droits de ses compatriotes. Je pense que le problème des minorités est très important. Ce problème, le nouveau gouvernement roumain devra l'aborder en priorité. Quelle sorte d'homme êtes-vous pour avoir osé résister à la Securitate? C'est une question difficile pour moi. Je pense seulement qu'il y a une certaine harmonie entre mes paroles et mes actes. Cela, je l'ai appris de la Bible et également de mes parents. C'est quelque chose de naturel pour moi. Au même moment, arrivait dans ce village perdu un camion de médicaments et de vêtements. Un chargement expressément confié au pasteur, l'homme en qui tout le monde a confiance, l'homme qui a refusé d'entrer au gouvernement, l'homme de fer avec qui le nouveau pouvoir devra forcément compter. Les bouleversements à l'Est ont non seulement libéré les besoins de liberté et de démocratie, mais vous venez de le voir, ils ont aussi réveillé les nationalismes, les particularismes. Ainsi, le nouveau gouvernement de Bulgarie, qui voulait accorder des droits à la minorité turque du pays, est obligé de revenir quelque peu en arrière face au mécontentement populaire qui s'est manifesté d'ailleurs aujourd'hui dans les rues de Sofia, comme vous le voyez sur ces images. Plus de 10 000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale bulgare. Ils ont même à un moment sifflé le nouveau Premier ministre qui voulait s'adresser à eux, comme vous le voyez sur ces images qui nous parviennent d'ailleurs à l'instant. Il n'empêche que des discussions entre la Bulgarie et la Turquie doivent s'engager dans les semaines qui viennent. En politique étrangère, encore une déclaration à l'emporte-pièce, comme sait en faire le colonel libyen Kadhafi, qui recevait aujourd'hui le leader palestinien Arafat, de nouveau ami avec lui d'ailleurs. Pour le colonel Kadhafi, Israël doit purement et simplement disparaître, comme le mur de Berlin, c'est l'image qu'il a employée, et selon lui, toujours le nouveau foyer pour les migrations juives pourrait être l'Alaska, l'Alsace-Lorraine ou les Pays-Baltes. Le président de l'OLP, M. Arafat, n'a pas donné son avis sur cette déclaration. En France, les problèmes liés à l'intégration des immigrés dominaient l'actualité du mois de novembre avant que ne se déclenchent, vous le savez, les formidables bouleversements à l'Est. Le sujet revient donc aujourd'hui sur le devant de la scène avec un colloque original organisé à Paris ce week-end par des socialistes d'origine maghrébine, beurre ou pied noir, qui avaient demandé à 9 ministres et au premier d'entre eux, M. Rocard, de venir plancher sur ce thème. L'occasion pour le Premier ministre, justement, de réaffirmer clairement la nouvelle position de la France. Reporter Olivier Lerner, Christian Leroux. Il n'était qu'une petite centaine à applaudir Michel Rocard lorsqu'au troisième sous-sol de l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'est présenté devant eux. Eux, ce sont des élus socialistes pieds noirs ou français maghrébins intéressés au premier chef par les problèmes d'immigration. Aujourd'hui, je le dis clairement, pas de plaisir à le dire. J'ai beaucoup réfléchi avant d'assumer cette formule. Il m'a semblé que mon devoir était de l'assumer complètement. La France n'est plus, ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. Je l'ai déjà dit et je le réaffirme, quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde.
Un ange passe et le visage de Georges Morin, qui mène les débats depuis 3 jours, se crispe. Pas moins de 8 ministres sont venus donner leurs sentiments à la tribune. Mais aucun, pas même Michel Rocard, n'a évoqué un hypothétique droit de vote qui pourrait être accordé aux immigrés. Je pense que les Français ne sont pas en état de l'accepter présentement. Mais nous, les socialistes, nous allons tout mettre en œuvre pour leur expliquer que c'est nécessaire. Depuis quelques années, les conseils municipaux se sont enrichis de quelques élus originaires du Maghreb. Ils sont 300 représentant le PS et se veulent des élus lambda. Je crois qu'on me juge selon mes compétences, on me juge selon ce que je suis capable de faire, et pas en fonction d'autre chose. Notre revendication essentielle, c'est d'être des Français de plein exercice, des Français à part entière. Moi, je n'exclus pas la possibilité, effectivement, pourquoi pas, de voir un jour un ministre d'origine maghrébine, et je suis sûr qu'il fera un bon ministre. Je suis sceptique, j'ai peur qu'on soit en train de construire un 13e État, ce 13e État qui soit composé des 13 millions d'immigrés qui vivent en Europe. Qu'est-ce donc que l'intégration, ou plutôt connaît-elle pas? Cette question posée aujourd'hui par Michel Rocard, l'ancien maire de Dreux, Françoise Gaspard, l'a travaillée pendant des mois. Aujourd'hui, elle se tient en retrait, mais elle n'en pense pas moins. Et Françoise Gaspard qui a été maire de Dreux. Et la politique est un peu plus politicienne maintenant. Il apparaît maintenant exclu que le courant dit mitterrandiste au sein du Parti Socialiste se présente uni au prochain congrès du Parti Socialiste à Rennes au mois de mars prochain. Le président de l'Assemblée nationale, en effet, M. Laurent Fabius, a décidé avec ses amis politiques de maintenir sa propre contribution, refusant d'effectuer une synthèse avec d'autres courants. Jean-Michel Mercurol. Pas de synthèse dimanche prochain pour Laurent Fabius. Il ne veut pas signer un texte de replâtrage avec Jospin, Popren ou Mermaz. Pour la première fois, les mitterrandistes s'avancent donc divisés pour le Congrès. Faire la synthèse maintenant, dit Fabius, aboutirait à priver de parole les militants. Les Fabiusiens vont donc se compter et ils espèrent peser d'un poids égal avec Jospin-Mauroy d'une part et les Rocardiens d'autre part. Personnellement, je souhaite une vraie synthèse. Et c'est sur ce qui s'appelle une vraie synthèse que je voudrais dire quelques mots. Assurément, ce n'est pas un replâtrage à quelques-uns, qui serait d'ailleurs mal accueilli, je crois, dans les profondeurs du parti et plus encore dans le pays. Mais c'est un accord de fond qui puisse s'appuyer sur le vote des militants. La réponse ne s'est pas fait attendre. Lionel Jospin, lui, voudrait continuer à tendre la main à Laurent Fabius. Avec Laurent Fabius demain, lundi. De même que je suis prêt à la faire avec Louis Mermaz, avec Jean Popren, pour voir ensuite comment nous pouvons nous entendre avec Michel Rocard ou Jean-Pierre Chevènement. Donc je suis prêt à faire ça tout de suite. Je pense effectivement que l'attitude de Laurent Fabius, qui souhaite absolument, semble-t-il, se compter avec ses partisans, est celle qui risque d'empêcher la synthèse. Alors, diviseur, Laurent Fabius, nullement selon lui, puisqu'il promet de refaire l'union avec les autres mitterrandistes juste avant le Congrès et qu'il invite Jospin, Popren et Mermaz à s'engager à faire comme lui. Ouais, il faut bien s'accrocher pour suivre. Au terme de 407 jours d'occupation, là c'est plus simple, la CGT si on veut d'ailleurs, la CGT des chantiers de la Ciotat a accepté de signer un accord avec la société américaine Lexmar qui s'engage à remettre en marche le chantier naval en créant d'abord une centaine d'emplois seulement. Cet accord met un terme à plusieurs mois de valses hésitations, la CGT et le Conseil général des Bouches-du-Rhône préférant finalement donc la solution américaine au projet de Bernard Tapie qui était, souvenez-vous, soutenu par le gouvernement. Reporter Patrice Velay, Pascal Pueyo. Accord en fanfare sous les grues du chantier. 1 an et demi d'occupation pour obtenir enfin un début de relance du site de la Ciotat. Avec en symbole une avance sur salaire de 5 000 francs pour chacun. Une distribution dans la liesse sous l'œil des familles des grévistes. Ah oui, on attendait, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on attendait chacun. Et ça fait plaisir aussi. Et lundi, on reprend le travail avec la joie. Vous voyez? Ça fait plaisir, oui. Les 105 embauchés travailleront dès demain au nettoyage, à la remise en état des chantiers. Un accord qui récompense l'obstination de la CGT à refuser la fin de la navale à la Ciotat. C'est un très bon accord parce qu'il pose à la hauteur des salaires, entre autres, et de la formation professionnelle, des choses pratiquement uniques dans le département des Bouches-du-Rhône. C'est pour les salariés un bon accord, on en est satisfait.
Des salaires entre 6 500 et 14 000 francs, la Lexmar a voulu prouver sa bonne volonté. Elle devra faire encore plus, convaincre et obtenir le droit d'utiliser l'outillage, pour le moment en possession de la banque Worms. L'accord signé ce matin est nécessaire mais pas suffisant pour construire des bateaux. Les adversaires de la Lexmar le savent bien, le gouvernement comme la mairie de la Ciotat n'attendent qu'une chose, le premier faux pas du groupe américano-suédois. Le président de la République, M. François Mitterrand, a exercé son droit de grâce. Yves Pontieux, 43 ans, a donc été libéré de la prison de Los-les-Lilles où il purgeait une peine de 20 ans pour le viol et le meurtre d'une infirmière. C'était en 1981. Dans un premier temps, Yves Pontieux avait avoué pour se rétracter tout de suite après et depuis clamer son innocence. Le procès fera d'ailleurs apparaître un manque évident de preuves matérielles. Pour autant, Yves Pontieux sera tout de même condamné. Il sera resté 9 ans en prison. Il va demander dès demain la révision de son procès. Agnès Poirier. Les toutes premières heures de liberté. Après 9 ans de prison, 9 ans à clamer son innocence, Yves Pontieux est libre, gracié par le président de la République. Mais pour lui, rien n'est réglé. Mes intentions, c'est de continuer le combat pour obtenir, premièrement, la révision de mon procès et puis l'acquittement. Vous criez toujours votre innocence? Je crie mon innocence. Juillet 81, les gendarmes découvrent sur la route de Bourg-en-Bresse le corps calciné de Monique Soubeyran, infirmière à l'hôpital de Hauteville-Lompness. Elle a été violée puis étranglée. Auprès du corps, les gendarmes retrouvent 2 livres érotiques. Le libraire de Lompness affirme les avoir vendus à un collègue de la jeune infirmière, économe à l'hôpital, Yves Pontieux. Placé en garde à vue, Yves Pontieux avoue, puis se rétracte aussitôt. En 1983, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Un comité de soutien se forme et refait l'enquête en vérifiant d'abord les factures du fournisseur du libraire, la DRAL, diffusion Rhône-Alpes du livre. Les 2 livres érotiques sur lesquels est basée l'accusation n'ont jamais été livrés au libraire. Pour le comité de soutien et pour les avocats d'Yves Pontieux, aucun doute, l'enquête a été trop rapide et les aveux arrachés. Je crois qu'il y a un mécanisme psychologique qui fait que un homme comme Yves Pontieux, avec une femme qui était enceinte au moment de son interpellation, avec l'attente de l'enfant qu'ils allaient avoir ensemble, la certitude peut-être d'être libéré, certaines violences, m'a-t-il dit, de la part des gendarmes, une pression psychologique intense font, je pense, que des aveux ont été quelque peu arraché à Yves Pontieux, ou du moins il a cru se libérer de ce calvaire en avouant quelque chose qu'il n'avait pas fait. Yves Pontieux a retrouvé son foyer, ses 4 enfants. Aujourd'hui gracié, il veut maintenant être réhabilité. Et maintenant, dans un tout autre genre, vrai ou faux, en tout cas, une de ces histoires incroyables de soldats qui, depuis 42 ans maintenant, ne s'étaient pas aperçus que le clairon de l'armistice avait sonné. D'habitude, eh bien, vous le savez, ce sont des Japonais que l'on retrouve perdus dans les îles du Pacifique. Cette fois-ci, c'est un soldat de l'armée rouge qui était resté tapi dans les bois. Valérie Fournier. Il revient du néant. C'est ce que dit le commentateur de la télévision soviétique. Cet homme, Ivan Vassilyevitch Busko, serait resté 42 ans dans une forêt, se cachant des hommes avec pour seule préoccupation de ne pas laisser de traces, parce que tout simplement, il avait peur de la cruauté de ses semblables. Ivan, 67 ans, un simple paysan, un ancien soldat, choqué par la violence des hommes, dont voici le logement. Sans arme à feu, il piégeait les animaux de la forêt pour se nourrir. Jamais, assure-t-il, pendant 42 ans, il ne verra un homme. Mais remarque le journaliste soviétique, il est pourtant extraordinairement au courant de ce qui se passe en URSS dans notre pays. Pourquoi n'avez-vous pas quitté votre cachette plus tôt ? Je ne suis pas sorti parce que je n'avais confiance en personne. Aujourd'hui seulement, je fais confiance en Gorbatchev. Et seulement en Gorbatchev. Une prise de conscience comme une révélation, une confiance totale en la personne du numéro 1 soviétique, très étonnante. Mais après tout, l'histoire est belle. Et que peut dire d'autre un homme qui aurait quitté le monde sous Staline pour ressurgir à l'heure de la glasnost ? Revenons à des préoccupations plus terre à terre concernant directement notre environnement. En parcourant la campagne, vous êtes sans doute aperçu que l'agriculture française emploie de plus en plus de matières plastiques, pour abriter les serres par exemple, ou encore pour protéger au sol les plantations. Comment ces produits sont-ils recyclés, car ils le sont,
Enquête de José Blanc-Lapierre et Jean-Louis Normande. Cette scène, vous ne la verrez pas tous les jours. Ces deux agriculteurs font partie d'une minorité. Leurs déchets, ils ne les brûlent pas, ils ne les jettent pas, ils les déversent dans cette benne. Après un tri, direction l'incinérateur. Dans le département, 75 tonnes de plastique ont ainsi été récupérées cette année. Les agriculteurs, contrairement à ce que l'on dit, ce ne sont pas des pollueurs. Ils respectent l'environnement. Alors on essaye de faire le maximum et de faire comprendre aux citadins aussi que nous on est dans la foulée pour protéger la nature. L'agriculture, c'est 10% du plastique consommé en France. 50 000 tonnes répandues dans la nature. Des bâches sous lesquelles fermente la nourriture du bétail. Le toit qui piège les rayons du soleil. Des kilomètres de plastique qu'il faut jeter régulièrement sans polluer. En l'absence de réglementation, des initiatives voient le jour. En 90, eh bien, nous allons passer dans une phase d'organisation de la récupération des plastiques et bien entendu, au-delà de cette récupération, à savoir l'incinération et très certainement le recyclage, qui est une voie intéressante. Le recyclage se pratique déjà dans cette usine. Le plastique usagé est d'abord nettoyé. Séché et réduit en granulés, il rejoint la chaîne de fabrication. À la sortie, il est transformé en sac poubelle. Ici, le recyclage pourrait être multiplié par 10. L'obstacle, le prix du plastique usagé, plus élevé que la matière première vierge. La collecte elle-même coûte cher. La pollution a des solutions, mais qui paiera la facture ? Éclectique notre journal, nous passons maintenant à la science. Cette semaine aura lieu à Paris un forum sur le thème « Comment préserver l'emploi du français dans le domaine scientifique et technique ». Un combat presque désespéré selon les paroles mêmes du ministre de la francophonie, M. Alain Decaux. Il faut dire que dans le passé, nous n'avons peut-être pas fait tout ce qu'il fallait pour maintenir notre langue au niveau international dans ces domaines. Exemple, une encyclopédie mondiale des sciences et techniques reconnue par les plus grands noms ne trouve pas d'éditeur depuis 15 ans maintenant. Reporter Jacques Violet, Dominique Merlin. Sur le bureau de Roger Morvan, l'encyclopédiste, les 10 volumes de l'Encyclopédie internationale des sciences et des techniques. 3600 articles, 9000 pages, 2500 renvois et 800 schémas. 10 ans de travail et la collaboration de 800 savants français dont plusieurs Nobel. Je me suis lancé dans une encyclopédie, au départ certainement pour disposer d'un ouvrage que je ne trouvais pas et qui n'existait pas. Alors ce qui fait courir un encyclopédiste, c'est, je crois sincèrement, le désir, jusqu'à sa mort, de servir la communauté dans laquelle il vit. Mais non, ça peut paraître un peu excentrique, mais c'est ça. Il a réussi à faire une œuvre communautaire, à faire une œuvre communautaire de manière extraordinaire. Mais sans sa ténacité, sa patience et le fait que la communauté très vite lui accordait une totale confiance, rien ne se serait passé. En 1978, après un premier tirage de 20 000 exemplaires, l'éditeur décide de ne pas poursuivre. Depuis 1980, l'ouvrage est donc épuisé. Roger Morvan ne trouve pas d'éditeur, mais il continue. Il actualise son encyclopédie, il court les labos, découpe et colle les articles. Cette somme de connaissances énorme est en sommeil, le savoir à l'abandon. L'Encyclopédie internationale des sciences et des techniques telle qu'elle est fait partie maintenant du patrimoine de la France. Et c'est un patrimoine qu'il ne faut pas laisser complètement mourir, c'est un patrimoine qu'il faut sauver. La Morvan, comme on l'appelle, n'est donc pas dépassée. Il suffit, de l'avis de tous, de rééditer les 10 volumes épuisés en y ajoutant un volume d'actualisation. Le français a tout à y gagner pour cesser de nous plaindre de la suprématie de l'anglais dans les disciplines scientifiques. Un autre élément de notre patrimoine en danger, un des monuments les plus connus du monde, que vous voyez derrière moi, la tour de Pise en Italie. 800 000 visiteurs par an a fermé aujourd'hui ses portes aux touristes pour des raisons de sécurité. La tour est en très mauvais état, des morceaux de marbre tombent régulièrement par terre et des réparations sont donc nécessaires. Mais rien n'indique en revanche qu'elle tombera du côté où elle penche. Véronique Gallione. Comme un dernier hommage à la belle de Toscane, plus d'1 millier de soupirants escaladaient ce matin les 293 marches de la tour de marbre. Ici, le dernier visiteur. La télévision italienne retransmettait en direct la fermeture des lourdes portes.
Fermé juste le temps d'un lifting. 3 mois pour les plus optimistes, sûrement davantage selon les experts, car il faudra du temps pour restaurer colonnes et arcades et surtout consolider les fragiles fondations. Après 8 siècles d'histoire, la tour penche aujourd'hui de 4,40 mètres par rapport à la verticale. Cette inclinaison s'est ralentie ces dernières années et l'édifice aurait pu tenir encore 100 ans avant de s'effondrer. Mais à présent, sa façade se fissure et s'effrite et la place des Miracles devient d'un abord dangereux. Un anneau de béton armé devrait pouvoir arrimer au sol la vieille tour et la maintenir d'aplomb, mais toujours penchée. Le rugby est ovale, lui. Publication ce soir des membres de l'équipe de France qui jouera le premier match du tournoi des 5 nations contre le Pays de Galles à Cardiff le 20 janvier prochain. Vous allez voir s'inscrire sur votre écran la liste de cette équipe. La voici, retour des valeurs sûres comme Blanco, Rodriguez, Berbizier qui avait disparu la dernière fois et réapparition du Toulousain Charvet qui lui avait quitté l'équipe de France depuis quelque temps déjà. Dans l'ensemble, plutôt une équipe classique avec donc très peu de nouveaux éléments. Sport encore avec une victoire française en ski acrobatique au Canada. Edgar Gros-Piron, premier, il est français. 6 Français dans les 10 premiers. Au moins donc une chance de médaille pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver à Albertville en 1992 où le ski acrobatique, je vous le signale, fera son entrée dans la compétition officielle. C'est très beau à voir. Olivier. Ça plane pour l'équipe de France de ski acrobatique. À Mont-Gabriel, au Canada, les Français ont largement dominé l'épreuve des bosses comptant pour la Coupe du Monde en classant 6 de leurs représentants dans les 10 premiers. C'est le dernier vainqueur de la Coupe du Monde, le Français Edgar Gros-Piron, ici en action, qui a enlevé la première place devançant son compatriote Olivier Alamand, la 3e place revenant au Suisse Bernard. Edgar Gros-Piron, bien en jambes, a fait admirer une fois encore tout son talent. À 2 ans des Jeux d'Albertville, où les bosses seront pour la première fois discipline olympique, la France peut se montrer optimiste tant elle survole aujourd'hui cette spécialité. Chez les dames, la victoire est revenue à l'américaine Wen Bresch devant la canadienne Lee Morrison et la française Raphaël Monod. Voilà, et une discipline qui n'est pas olympique mais qui est très prisée, le tiercé pour gagner. Aujourd'hui, il fallait jouer le 6, le 13, le 17, ça rapporte 710 francs pour 5 francs. Et pour ce qui concerne le Quartet Plus, ajoutez le 9 à ces premiers chiffres et vous gagnez 2142 francs. Visiblement, tous les favoris étaient à l'arrivée. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après les prévisions météo de ce début de semaine avec José Blanc-Lapierre. Après le policier, dernière édition du journal aux alentours de 23h57 avec Philippe Gassot. Demain, vous retrouvez toute l'équipe de la rédaction d'Antenne 2 avec Hervé Claude ici demain soir à 20h. Quant à moi, je vous retrouverai avec toute l'équipe du week-end samedi prochain dès 13h. Bonne semaine, bonsoir.